Jeudi 20 septembre. Ce matin, toujours la même attente. Les chefs d'équipe muraient dans leur silence. Les ramoneurs, la mine fermée et les bras croisés. Aucun des camps n'est prêt à céder. Monsieur Compagnon, le visage tendu, faisait les 100 pas, entrait et sortait du bureau. Nous, comme hier, on a continué notre travail de déchargement. À un rythme moins soutenu, car les charrettes venant de l'usine arrivaient au compte-gouttes. Mais un peu après, Antoine Lepeu, notre chef, s'est dirigé vers nous d'un pas décidé. Apparemment, il avait reçu un ordre. Après le casse-croûte, les gars, changement de travail, oui. On s'est tous regardés un peu inquiets. Vous monterez sur la tour, au premier étage, avec une autre équipe. Vous aiderez à réceptionner les poutres et les pièces métalliques levées par la grue, puis vous les porterez sur la plateforme, là où je vous le dirai. Je n'en revenais pas. Monter là-haut, maintenant, à 57 mètres au-dessus du sol. C'était inespéré. Quelle chance! Je bondissais de joie, bouillant d'impatience. Eugène et Alphonse se sont mis en retrait, affichant une mine nettement moins réjouie. On va se faire traiter de briseur de grève et se faire casser les reins par la même occasion. C'est un ordre de monsieur Compagnon. On ne peut pas se permettre de prendre du retard, a répliqué Antoine en parlant à la manière de son chef. Il n'est pas question de remplacer les grévistes. Il faut juste faire place nette et éviter de perdre du temps ici. Quand ils auront décidé de reprendre le travail, ils auront le matériel sous la main, c'est tout. Aussitôt notre casse-croûte engloutie, on a commencé la montée. J'étais tellement content que j'ai pris rapidement la tête de la colonne en campant tout haut les marches. Il y en a 360. « Bigre, tu nous chauffes la tête avec tes nombres !» s'est écrié Émile. Essoufflé au bout de la 5e marche, ils m'ont demandé de me taire. La file s'étirait. Certains faisaient des pauses pour apprécier de près le travail d'assemblage des poutrelles. Le premier étage atteint, j'étais en nage, mes jambes tremblaient, et je n'avais plus de souffle. Mais ce que j'avais face à moi valait le déplacement. Je me trouvais devant un gigantesque entrepôt à ciel ouvert, encombré d'un fatras de bois, de fer, de tas de cordages, de chaînes et de baraques posées ici et là. À la manière d'un chat, j'ai déambulé sans bruit, me glissant entre les machines, enjambant les poutres, les ferrailles et les sacs remplis de rivets. Un peu comme si j'étais dans les coulisses d'un théâtre en train de découvrir les machineries. J'étais subjuguée. La machine à vapeur, installée au bord de la plateforme, s'est mise à ronronner et à entrer en action. J'ai rejoint mes camarades postés non loin de là, autour d'Antoine. Il était en train d'expliquer avec de grands gestes comment il fallait s'y prendre pour réceptionner la poutrelle, la décrocher de la grue et la porter à l'endroit où elle devait être rangée selon sa dimension et son numéro d'ordre. Nous nous sommes mis au travail, heureux d'être chargés de cette mission inhabituelle. « À gauche, plus bas, à droite !» hurlait Antoine pour nous diriger. Dès qu'une poutrelle se présentait, c'était plus fort que lui, il braillait. Ça a duré tout l'après-midi. Il nous a mis les nerfs en pelote pour la journée. Heureusement que la grue nous laissait un peu de répit. On pouvait souffler le temps qu'elle hisse chaque morceau de fer entre chaque manutention. J'en ai profité pour longer les côtés de la plateforme et admirer en toute tranquillité le spectacle qui s'étendait là, à mes pieds. Oh, pas trop de près, bien sûr. Le vide aurait eu vite fait de m'aspirer. Mais quelle vue! Quel panorama! J'ai eu du mal à repérer mon quartier de si haut. Alors j'ai suivi du regard le long ruban sombre de la Seine. Et les grands monuments. Ça oui, je les ai tous reconnus. Ce qui m'a coupé le souffle, c'est le chantier de l'exposition. Partout, des montagnes de terre, des grues, des échafaudages et des bâtiments gigantesques couverts de dômes ou de verrières. À peine si on peut distinguer les ouvriers, si minuscules qu'ils ressemblent à des fourmis. Quand nous sommes descendus, les ramoneurs n'avaient pas bougé d'un pouce. La situation semblait être bloquée. Pas le moindre signe d'avancée. Eiffel avait fait savoir qu'il ne reviendrait pas sur sa position. Vendredi 21 septembre. Ça y est, les grévistes ont enfin obtenu gain de cause. Eiffel, l'intransigeant, l'impitoyable, a fini par céder. Il a compris que se jouait là une bataille qu'il ne pouvait pas gagner.
et si le chantier continuait à tourner au ralenti comme ces derniers jours, c'était la catastrophe assurée. Il lui aurait été impossible de rattraper le retard accumulé. Alors ils ont signé un accord. Les meneurs, Desroches, Chenu et Robillard, ont été convoqués au bureau cet après-midi. Eiffel et les compagnons se sont enfermés avec eux. Et l'affaire n'a pas traîné. Une augmentation? D'accord, mais mensuelle et progressive, ont proposé les directeurs. Elle a été acceptée. Antoine nous a expliqué qu'elle s'appliquerait à chaque fin de mois et qu'elle sera à son maximum au mois de décembre. Et après? A demandé Émile. Eh bien après, elle ne bougera plus, elle restera la même. Ça vaut le coup de faire la grève alors, a répliqué Alphonse. Mais toi, t'es pas ramoneur, t'es pas irremplaçable, lui a lancé Auguste. Il n'y a qu'à voir la queue tous les matins de ceux qui cherchent à être embauchés. Morbleu, pas la peine de s'énerver, a répliqué aussitôt Antoine qui était devenu tout miel. Les directeurs ont décidé que, pour les autres, il y aurait une petite augmentation. Pas autant que pour les monteurs, mais une petite quand même, en guise d'encouragement. Beaucoup de gars se sont retrouvés après le travail chez le marchand de vin, installé au bord du champ de Mars pour arroser ça. Moi, j'y suis allée avec Émile. Je me suis approchée du zinc où étaient accoudés les 3 meneurs. C'étaient les héros du jour. Autour d'eux, leurs compagnons parlaient fort, lançaient leurs casquettes en l'air et descendaient leurs verres aussi vite qu'on les remplissait. Moi, je me suis contentée de leur serrer la main pour les remercier. Ils ont eu l'air étonnés. Quand je suis arrivée à la maison, maman avait sa tête des mauvais jours. Depuis 2 jours, elle était rongée par l'inquiétude et me bombardait de questions dès que je rentrais. Quand je lui ai dit que le travail allait reprendre, elle a paru soulagée. Puis, entre ses dents, elle a ajouté « Ils en ont de la chance, ces ouvriers. Moi, la grève, je peux pas la faire. Quelle mentalité !» Samedi 22 septembre. Il fait aussi chaud qu'en plein été. On a sué à grosses gouttes dans l'air étouffant et poussiéreux, mais on avait le cœur à l'ouvrage. Dès la première heure, les ramoneurs se sont engouffrés dans la tour, et le chantier s'est à nouveau transformé en ruche, comme si rien ne s'était passé. Ce soir, en redescendant, les anciens grévistes étaient pressés de s'en aller comme à leur habitude, mais ils ont pris le temps de nous saluer d'un signe de tête. Ça, c'était nouveau. Ils se sont peut-être dit qu'après tout, ils n'avaient rien à gagner à nous ignorer, puisqu'on les avait écoutés et même compris. Enfin, en ce qui me concerne. Dimanche 30 septembre. Voilà une semaine que je ne suis pas venue ici et que je n'ai pas écrit une ligne. Est-ce par manque de volonté? Par négligence? Non alors. Délaisser mon journal m'a rudement coûté. Non. C'est plutôt à cause de maman. Je m'explique. Dimanche dernier, maman est entrée dans une colère affreuse en pestant contre moi. Il n'y a plus moyen de te demander quoi que ce soit. Dès la dernière bouchée avalée, tu files dans ton grenier pour y passer des heures à te fatiguer les yeux sur tes écritures. Moi, j'ai besoin d'un homme à la maison, pour m'aider, pas d'un gras de papier qui ne sert à rien. Si ça continue, je vais la lui rendre sa clé à monsieur Gambeseuil. Plus de grenier, tu entends? Le pire, c'est que l'oncle Jules était là, et qu'il en a rajouté. C'est vrai, tu travailles dur et t'as parfois besoin de souffler, mais ta pauvre mère, elle s'esquinte à l'ouvrage toute la semaine, et en ce moment, elle n'arrive même pas à fournir. Faut la comprendre. Augustine était restée muette. À son regard, j'ai compris qu'elle était d'accord avec eux. Alors, toute la semaine, en rentrant du travail, j'ai donné un coup de main à la blanchisserie. C'est sûr, je n'étais pas de trop. De l'ouvrage, il y en a, et plus qu'il n'en faut. Des tas de linge pareils à des montagnes s'amassent et grossissent à vue d'œil. Les clientes habituelles sont rentrées de leur villégiature d'été. Leurs bonnes aussi, avec des brassées de vêtements à ne plus savoir où les mettre. Pour accélérer le mouvement, j'ai porté plusieurs gros ballots chez Madame Lecoeur, rue de l'Amiral Roussin. D'habitude, c'est elle qui est chargée de récupérer la marchandise à la boutique et de la rapporter lavée et séchée. Là, au moins, c'était du temps de gagner. Le charbon aussi a commencé à manquer. Forcément, avec le poêle qui chauffe les fers à repasser du matin au soir, il en faut des quantités. J'ai emprunté la charrette à bras du père Bubu, le marchand de vin,
et je suis allée chez le bougna de la rue du Commerce pour faire une bonne provision. 10 sacs de coke livrés d'un coup et entreposés dans l'arrière-boutique. Maman était contente. Et puis j'ai fait quelques livraisons dans le quartier. C'est la commission que je préfère, même si j'ai parfois affaire à des grincheux. Aller chez les gens, voir comment ils vivent, me plaît. Madame Boucle, la concierge du 79 de notre rue, toujours prête à faire marcher sa langue de vipère, n'a pas arrêté de déblatérer sur Ferdinand, le fils de la charcutière, le temps que je dépose ses affaires sur la table de la loge. La charcutière, Madame Lesserre, je l'aime bien. Toujours impeccable avec son tablier blanc à volants et ses manchons autour des bras. Elle me tend à chaque fois une tranche de saucisson ou un morceau de jambon, même si la boutique est pleine de monde. Lorsque j'ai sonné chez Madame Després, la femme du docteur, l'accueil n'a pas du tout été le même. La bonne s'est précipitée pour me demander de passer par l'escalier de service. Ne prenez plus la grande entrée pour vos livraisons. C'est Madame qui l'exige, m'a-t-elle lancé sèchement. Et Madame Jolet, fallait-il aller chez elle? Pas en ce moment, mon garçon, m'a répondu maman. Ils ne sont pas encore rentrés de la côte normande. Dommage. J'aurais été rudement contente d'apercevoir Rose aux grands yeux bleus et aux belles boucles d'or.